Je m'appelle Arlette Fertel. Je suis née le 17 décembre 1937 à Piquigny, où j'ai toujours demeuré, sauf 9 ans, mais pratiquement j'ai vécu toute ma vie ici. Je suis Louis Galliot, né le 10 mars 22 à Bréhy, mais pas ici, dans les champs, au milieu des champs. Je suis née Nicole Marchal, épouse Rémy. Je suis née en 1932, le 29 juillet, à Amiens. Je m'appelle Paul Devergne. Je suis né à Bugny-Saint-Maclou en 1921. J'étais tisserand. Et j'ai été requis par la Défense nationale. Et je devais, en cas de conflit, aller dans une autre usine. Ils m'ont dit, Monsieur Devergne, vous devez vous rendre à Rouen, à tel endroit. Et là-bas, on vous dirigera. Hein? Tous ceux qui sont affectés, comme moi, affectation spéciale. L'offensive éclair des Allemands à travers la Belgique, puis le nord de la France, jette des milliers de personnes sur les routes. Les plus chanceux voyagent en auto, un matelas sur le toit. Mais gare aux pannes d'essence, car cette denrée est rare. Les agriculteurs partent avec leur attelage, la remorque chargée de quelques biens et de victuailles pour le trajet. La famille et les amis proches s'y entassent. La majorité des autres évacués est à pied, formant un long cortège composé de femmes poussant un landau, entourés d'enfants et de vieillards fatigués. Ils marchent dans l'espoir de prendre un train qui les emmènera loin de cette horreur, la peur au ventre, dans la crainte des Stukas qui tirent parfois sur eux. Il fallait partir. Hein. Puis déjà, depuis quelques jours, ça mûrissait parce qu'il y avait eu des soldats qui avaient traversé la Somme à la nage puis pour venir chercher un bateau par ici pour traverser. Ils disent les Allemands sont là. Alors, l'évacuation, nous partons, Prima 4 d'eau. Toutes les voitures étaient comme ça. Dans le temps, il y avait des marchepieds, il y avait des grandes ailes. Alors, sac de patates sur une aile, sac de pommes sur l'autre aile, ou de pommes, ou je sais pas, enfin oui, surtout des pommes. 2 matelas sur le toit, bourrés de bagages. On avait mes grands-parents à Moliendreuil avaient des jerrycans, genre de jerrycans déjà, qui je suppose venaient de la guerre 14-18. Enfin, on avait quand même... mon grand-père avait emmené un peu d'essence, parce que c'était de l'essence, la Prima 4. Et on avait bien sûr d'autres choses, de l'eau, de la farine, du sucre. Enfin, alors on est donc parti en évacuation et nous sommes allés jusqu'en Vendée. Et alors, ce qu'il y a, c'est que comme mon grand-père était instituteur, à chaque fois qu'on s'arrêtait, hop, moi, on m'envoyait à l'école. Une petite fille, j'avais 8 ans, il ne fallait pas que je manque l'école. Et ça ne me plaisait pas du tout. Parce que quand j'arrivais dans les écoles, on me regardait. D'abord, on me demandait, mais t'es quoi, toi? T'es français ou t'es belge? Pourquoi? Ben, il y avait aussi des évacués belges hein, avec nous. Alors je disais, ben, je suis française. Oh oui, oh, ben, toi, t'es une vraie moche du Nord. Alors on perd par 16 balles, on s'en va. Et puis on a été, la première nuit, on est arrivé à Lyon-Mer. Alors on a stationné là, on a couché sous les voitures, on a fait comme on a pu. Je me rappelle, ma mère, elle a enveloppé le petit, tout ça, comme elle a pu pour qu'il ait pas froid, quoi. Malgré qu'on n'a pas eu une goutte de pluie pendant cette période-là. Hein. Alors, le lendemain, on est reparti. Et puis, sur la route, on a tombé sur des gens d'ici. Mais alors, un convoi du tonnerre. Il y avait, j'avais compté, il y avait 30 chevaux et puis 20 personnes dans le convoi de Clignote. Alors, on a fusionné avec eux, on les a suivis, on a suivi, c'était la grosse ferme du Château Péquet. Alors bon, on a fait quelques étapes ensemble.
quelques jours ensemble, comme ça. Alors on a roulé dans l'Eure, puis on est arrivé dans la Mayenne. Et puis, arrivé dans la Mayenne, c'était le terminus quand même. On est arrivé là. On est arrivé dans un petit pré, dans une petite pâture. Et puis, comme les chevaux étaient toujours affamés, tout ça, nous, on a pris avec ma mère un cheval chacun pour la faire pâturer un petit peu sur une bordure d'une route. Bon, les Allemands, ils passent, ils nous prennent notre plus beau cheval. On n'avait plus qu'un cheval. Et nous sommes partis sur la route avec une voiture d'enfant. Hein? Ma mère a poussé les deux petits. Et quand nous sommes arrivés, nous sommes partis de Fontaine, nous avons monté donc la route de Sorel. Et quand nous sommes arrivés à Sorel, juste au carrefour, il y arrivait 2 avions sur nous, allemands. Ils l'ont plongé, ils n'ont pas mitraillé. Mais nous, on s'est sauvés, on s'est jetés dans les talus. La panique. Mais ils l'ont vu, à mon avis, ils ont vu que c'était des civils. Ils n'ont pas tiré. Bon, en évacuation, on avait peur quand même des fameux Stukas. Hein? Et les Stukas, ils rasaient quand même beaucoup. Et ils avaient, c'était exprès pour faire peur, je suppose, ils avaient une espèce de sirène avec eux, hein, enfin, qui était montée sur leur avion. Et quand ils piquaient, un avion, ça fait du bruit quand ça pique. Mais eux, en plus, ils faisaient... C'était épouvantable. On avait vu des avions, tout ça, on avait vu qu'ils piquaient, qu'ils mitraillaient. Puis au fur et à mesure qu'on avançait, on voyait des chariots éventrés, des bouts de laine de matelas qui volaient en l'air. Des morts, bien sûr. On couchait dans des granges. Hein? Pour manger, on se débrouillait. On allait chercher des œufs, me fallait du lait pour les petits-enfants que ma mère avait. Et des œufs, et puis il y avait même des gens qui vendaient de l'eau sur le bord de la route. Quand on est arrivé à Rouen, on nous a logés là-bas une nuit, et ensuite on nous a fait prendre le train pour Moléon-Soule, Basse-Pyrénées. Mon frère aîné avait quand même 10 ans de plus que moi, donc il avait 13 ans quand nous avons évacué. Et chaque fois qu'on arrivait dans un village où on voyait, mon frère m'a dit, on voyait les gens, à Angers-sur-Somme, c'était épouvantable. On voyait les gens dont les pieds passaient sous les décombres des maisons. Donc il nous attrapait, mon frère et moi, puisque j'ai un jumeau, et puis peut-être mes autres sœurs, ils nous empêchaient de regarder ce qui se passait. Voilà. Nous avons donc été obligés de quitter Angers. Nous sommes repartis à Ayrennes. À Ayrennes, papa a dû laisser sa voiture parce qu'il n'avait plus d'essence. Donc on s'est tous remis dans les voitures de l'autre famille, enfin de toutes les familles Fertel. Et puis voilà, nous sommes partis en Bretagne avec tout un tas bien sûr, de pérégrination, hein, parce que ça ne devait pas être facile. L'armistice qui met fin aux hostilités est signé le 22 juin 40. Dès lors, rien ne s'oppose au retour des évacués habitant les villages situés au sud de la rivière Somme. Dès le début de juillet, les premiers réfugiés reviennent chez eux. À leur retour, c'est un spectacle de désolation qui s'offre à leurs yeux. Des maisons bombardées, incendiées, pillés, dévalisés par les évacués. Mais pas toujours. Les vols ont été commis le plus souvent par des voisins ou des proches. Les personnes fuyant l'avancée allemande cherchent avant tout à manger, à boire et à se reposer un peu. On a voulu revenir. Donc il a fallu traverser avec les Allemands, revenir avec les gosses. Nous sommes rentrés à Fontaine. En train. Alors nous, on a repris la route, puis on est revenu. On a mis une semaine pour en revenir. Et puis on est rentré ici, 14 juillet. Quand on est rentré de l'évacuation, qu'on est revenu par la route, il y avait des morts tout partout. Hein. Puis moi, j'en ai vu des enterrés, et leurs pieds passaient encore.
dans des terres impossibles de creuser. Vous savez, quand on voit ça, vraiment, c'est la misère noire. Hein. D'être massacré comme ça. Quand on est rentré d'évacuation, il n'y avait pas de gaz, pas d'eau, pas d'électricité. Les maisons avaient été, je dis pas vidées, mais c'était un chantier infâme. Je me souviens d'avoir vu la tête de mon poupon dans le caniveau. Et maman a dit, notre maison, effectivement, tout était ouvert, les portes, les fenêtres, tout était retourné. J'avais un beau petit fauteuil, vous savez, une chaise haute, quoi, avec une belle poupée que papa m'avait offert pour mon Noël 38. Une belle poupée avec des boucles blondes, enfin, une poupée comme les petites filles pouvaient avoir avant la guerre. Alors je l'avais laissée, forcément, assise dans son fauteuil, dans ma chambre, puisque j'avais une chambre. Quand je suis rentrée, le fauteuil était toujours là, mais la poupée n'était plus là. Tout était chamboulé, tout était retourné, hein, forcément. Pillé, puis... Pillé par qui? Mais par qui on a retrouvé un petit peu les coupables. On a retrouvé des personnes ici qui avaient emmagasiné. Il y en a un là derrière, ils avaient même enterré ces affaires qu'il avait volées. On a retrouvé notre maison. Il manquait pas mal de linge, je me rappelle. Et une chose qui me frappe aussi, c'est que j'avais cassé le verre d'un oncle qui m'avait donné sa montre en argent. Et puis j'avais cassé le verre, j'avais accroché un clou comme ça. Hein. Ben, il n'était plus. Chez ma grand-mère, quand nous sommes rentrés, donc à Moliendreuil, alors là, un jour, on va chez des voisins. Et alors, donc, chez ces voisins-là, bon, on va prendre un café. Hein. Ma grand-mère s'appelait Marthe. On va prendre un café, hein, Marthe? Oui. On prépare le café. On sort les tasses du buffet. Moi, je regarde les tasses. Puis je regarde ma grand-mère. Puis ma grand-mère, elle me fait des grands yeux. Bon, alors je ne dis rien. Gamine obéissante, je ne dis pas un mot. Puis quand on est sorti, je dis, mais bon, Marthe. Je l'appelais bon Marthe, puisque c'était Marthe, bon Marthe. Mais je dis, mais bon Marthe, c'était tes tasses. Ben, elle dit, oui, je sais bien. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Alors son service à café, il était parti chez les voisins. Et eux, ils avaient dû voler dans pas mal de maisons parce qu'ils ne se rappelaient pas que c'était celui de ma grand-mère. Sans quoi je suppose qu'ils n'auraient pas sorti les tasses à café pour lui offrir du café. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'était comme ça. L'occupant prend la majeure partie des matières premières, ainsi que les denrées alimentaires qui sont expédiées en Allemagne. La vie est sûrement moins difficile à la campagne qu'en ville, surtout pour se nourrir. Chaque habitant cultive son petit bout de jardin et élève de la volaille. Le lait et le beurre sont achetés à la ferme. Il est difficile de trouver du sucre, alors on utilise de la saccharine. La viande de boucherie est rare. Les chaussures étant difficiles à trouver, beaucoup d'habitants font appel à des fabricants locaux de galoches. Le charbon étant rare, on utilise surtout le bois pour se chauffer et on extrait à nouveau de la tourbe dans les marais. Rares sont les personnes qui ont une voiture et l'essence est introuvable. Les gazogènes qui fonctionnent au charbon de bois font leur apparition. Le vélo est le moyen le plus utilisé pour se déplacer, quand on a des pneus. Il y avait un détachement de prisonniers ici, des prisonniers français. Ils étaient là, je ne sais pas pourquoi. Puis si on avait besoin d'eux, on pouvait les prendre. Alors nous en avons pris 4, nous, tout de suite. Que nous avons d'ailleurs resté bien ensemble. C'était Joseph, hein. Et puis, alors à la suite de ça, notre travail il a été fait un petit peu quand même comme ça, quoi. Ils ont biné des betteraves. On doit les biner au mois d'avril et ils les ont binés au mois de juillet. Et après, on s'est mis à faire du bois. On a charrié du bois. Tout le monde manquait de chauffage et puis on a gagné un petit peu d'argent avec ça. Autrement, on n'avait rien. Hein. Parce que vous savez, hein, on était pauvres. Et on a mangé des rutabagas, des topinambours, hein, pas de patates, rien. Oh là là, oui, oh, enfin oui. Et c'est vrai. Puis pas beaucoup d'argent, monsieur. Même ici, mes grands-parents, il manquait de viande. Hein. Par contre, c'est pour ça qu'ils ont élevé des lapins. Et que mon grand-père s'est arrangé de n'avoir que des lapins blancs.
Parce que quand je venais la fois suivante, puis que je disais mon lapin, alors il disait il s'est sauvé. Je dis c'est sauvé, il est descendu du clapier. Et puis quand j'ai compris que ce que je mangeais préparé en pâté ou bien écrasé ou tout ça, c'était du lapin. Alors je faisais, il paraît, je pleurais, alors il a dit bon, alors petit à petit, il n'a eu que des lapins blancs, comme ça je ne pouvais pas savoir si mon lapin j'avais particulièrement caressé, comme toutes des gamines, surtout de la ville, qui aiment bien venir à la campagne pour voir les animaux qu'il y a à la campagne. Mais mes grands-parents sont des personnes qui ont plus souffert de la guerre que mes autres grands-parents à Moliendreuil. Parce que je pense quand même que par ici, zone interdite, les Allemands étaient plus sévères encore qu'au sud de la Somme. On était occupés, on était la France occupée, on n'était pas dans la zone libre non plus, mais on n'était pas dans la zone interdite qui démarrait à la Somme. Suite à l'armistice du 22 juin 40, la France est découpée en plusieurs zones. L'Alsace-Lorraine est annexée au Reich. Le Nord et le Pas-de-Calais sont attachés à la Belgique. Le long du littoral, l'accès à la côte est interdit de la Belgique à l'Espagne. La France est coupée en deux. Au nord, la zone occupée, et au sud, jusque fin 42, la zone libre. Enfin, une dernière zone est créée au nord de la zone occupée, allant de Saint-Valery à la frontière suisse. Cette zone est dite zone fermée. Les réfugiés y ont l'interdiction de retour. La rivière Somme tient lieu de frontière naturelle. Au sud, les réfugiés peuvent rentrer chez eux dès juillet 40. Au nord, il leur faudra attendre encore de longs mois. On a souffert, hein. Mais on s'y est habitué, puis même pour le reste. Hein. Le reste. Ben, le tabac, par exemple, et puis, c'est pas encore quelque chose de primordial, mais on a souffert. Hein. Après, on a planté, ça a été. Mais il a fallu se remettre dans le bas. Hein. Vous avez planté votre tabac et vous fumiez votre propre tabac. Ah oui. Ah ouais, ouais, tout le monde l'a fait. Hein. Ça, ici, On faisait du jardin, on avait des pommes de terre, on allait glaner dans les champs les épis de blé. Maman était très ingénieuse. Dans un sac de jute, on battait les épis de blé. Maman, après, prenait les épis, elle les passait dans un moulin à café. Ensuite, elle avait fait un tamis, et puis elle avait de la farine. Elle pétrissait son pain. Et c'était la boulangère, Madame Fourny, qui cuisait notre pain. Quand elle ne pouvait pas, c'était cuit dans notre four de cuisinière. Ma grand-mère a maigri de 17 kilos. Elle faisait, je ne me souviens pas combien, en 39, mais elle avait maigri de 17 kilos. Enfin, et elle est restée comme ça, remarquez, hein, c'est resté une vieille dame menue. Alors que quand je vois des photos d'elle avant la guerre, que je me rappelle plus ou moins, elle était bien importante, comme les personnes, beaucoup de personnes de son âge. Et mon grand-père, lui, c'est le coq, lui, il a maigri de 21 kilos. J'ai eu faim. Oh, j'ai eu faim. Pendant la période que je n'avais pas de carte d'alimentation, j'ai eu faim, hein. Oh oui. Et je me rappelle, ma mère, on allait aller chercher du blé chez le cultivateur, et avec son moulin à café. C'était vraiment du pain complet. Et à l'époque, il y avait aussi qu'on n'avait pas de vêtements. Hein. Alors, moi, on m'a fait... J'ai eu mon premier pantalon golf, une fille, hein, pendant la guerre, parce que maman, ça va assez bien cool. Alors, elle m'a fait un pantalon golf dans un pantalon à papa. Et elle m'avait fait aussi un blouson. Alors, j'avais mon pantalon en chevron, mon blouson marron. J'étais fière comme tout pour rentrer en 6e. Mais il n'était pas doublé, mon blouson. Alors, il n'était pas très chaud. Mais je disais rien. Puis, on avait des pulls verts. Ça a l'air de rien. Maintenant, on fait des pulls verts de toutes les couleurs.
Mais avant, on avait un pull-over d'une couleur. Mais là, on avait des raies. Alors, on avait qui faisaient des raies en comme ça, d'autres des raies en long, parce qu'on utilisait des bouts de laine. Alors, ce qui fait que là, on avait des raies verts, jaunes, bleus, marrons. On avait du marron, puis par ici, il y avait du noir, rouge. Enfin, c'était... On faisait comme on pouvait. Puis quand il restait... Tout le monde avait... Toutes les femmes qui savaient coudre, elles avaient des boîtes avec des boutons. Alors, on avait des boutons aussi à nos trucs. On faisait des bonnets. On faisait, avec le lapin, on faisait des chaussons en peau de lapin. Enfin, une semelle en bois, parce que moi, pendant la guerre, j'ai eu des galoches, parce qu'on n'avait rien d'autre. Alors, c'était une semelle en bois, avec un, je ne sais pas comment dire, un simili-cuir, hein, parce que ça, des fois, ça pétait. Mais quand on pouvait mettre dedans un peu de poil de peau de lapin, là, c'était bien chaud. Puis c'est toute une habitude à marcher avec des galoches. On peut courir, même on marche très bien. Puis en plus, ça glisse bien sur les rivières gelées. Hein, ça glisse, on jouait sur les, hein, aussi bien sur les étangs gelés que pas. Qu'est-ce que vous voulez, on ne pouvait pas cesser de vivre, quand même les enfants, parce que c'était la guerre. Papa, je ne sais pas combien de fois par semaine, montait avec une C4 Citroën à Amiens chercher le ravitaillement qui était nécessaire. Et là, il allait pour notre alimentation, c'est-à-dire le magasin qu'il tenait à Piquigny, le Caïfa, il allait chercher l'alimentation. Mais il partait pas non plus à vide. Il partait éventuellement avec les boyaux de la boucherie du coin, il prenait tout, quoi. Il revenait avec beaucoup de choses dans sa camionnette, ce qu'il trouvait, hein. Mon père, qui n'a jamais profité de sa position d'épicier seul pour pouvoir aller chercher de l'alimentation, il n'a jamais gagné ce qui s'appelle 1 centime sur le dos des Français. Jamais. La guerre de 39-45 fut une guerre de privation, où la population civile souffrit plus qu'au cours de la Première Guerre mondiale, pendant laquelle la présence des Anglais dans nos villages avait permis aux habitants de ne pas manquer de nourriture. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les denrées étant rares, un marché noir s'installe, faisant monter les prix. Il est vrai que les Allemands se servent en premier et envoient une grande partie de notre cheptel chez eux. Il faut parfois parcourir de nombreux kilomètres à bicyclette pour trouver un morceau de beurre. En ville, des files d'attente se créent à la porte des magasins. Des cartes de tickets de rationnement sont délivrées en mairie. Pour les enfants, de la naissance à 7 ans, on était J1. De 7 ans à 14 ans, on était J2. Donc moi, j'ai toujours été J2. Et de 14 à 21 ans, on était J3. Et je pense que les J3, ils touchaient peut-être certaines choses un peu mieux que les J2. Les bébés, ils avaient plus de lait, enfin, etc. Vous voyez, c'était réparti comme ça. Au début, ça allait à peu près. Enfin, les commerçants arrivaient encore à être à peu près approvisionnés. Mais disons qu'à partir de, disons 43, 44, on avait beau avoir des tickets, il n'y avait plus rien dans les magasins. Alors on avait beau aller avec ces tickets. Et les tickets, contrairement, je pense, à ce que les jeunes peuvent penser, on les a gardés jusqu'en 1949. Les Allemands réquisitionnent des habitations pour loger les officiers ou installer leurs commandatures. Le plus souvent, il s'agit de belles maisons ou de châteaux. Des écoles sont occupées, comme à Cavillon et la Chaussée-Thirancourt. Les soldats logent dans des maisons particulières ou dans des fermes. Mes grands-parents ont été obligés d'accepter de coucher un officier allemand. Le matin, l'ordonnance arrivait, venait faire chauffer l'eau. Hein, moi, quand j'étais en vacances chez mes grands-parents, je voyais ça, faisait chauffer de l'eau, il portait ça à son capitaine, son commandant, je ne sais pas bien, enfin, de toute façon, il parlait allemand. Hein. Je ne parlais pas du tout allemand à l'époque, puis même encore très mal maintenant. Enfin, bon, peu importe. Alors, il portait ça, et puis... Mais il était correct, hein. Je n'ai jamais... C'est même lui qui... je ne sais pas bien comment, par le truchement qu'il a fait, il est arrivé à savoir, lui le premier, que papa était prisonnier. On n'avait pas de relation avec eux. Hein.
Et qu'est-ce qu'on fait? Ils étaient corrects une fois qu'ils ont été installés, puis nous aussi. Hein. On n'a jamais eu d'ennui avec. Hein. Du moment qu'on ne faisait sans doute rien. Hein. À partir de fin 41, début 42, dans les classes de garçons, il venait un officier allemand avec un médecin, au début allemand, puis après c'était des Français réquisitionnés, mais enfin bon, c'était pareil. Et il faisait baisser les culottes. Dans les rangs, les petits garçons, ils étaient comme ça, ils avançaient un par un sur l'estrade, on leur faisait baisser leurs pantalons pour voir s'ils n'étaient pas circoncis. Et comme ça, on aurait su que c'était des juifs. Malheureusement, dans le lot, il pouvait très bien y avoir un petit garçon qui avait été opéré sans être juif. Mais après, il fallait qu'il prouve que son père, sa mère, ses grands-parents, c'était bien des catholiques français. Dans ma classe, par exemple, il y avait 3 petites juives. Mais avant qu'elles mettent leur étoile, on ne le savait même pas. Hein. Elles ont mis leur étoile en 1942, je crois, ou peut-être un peu avant, je ne me souviens plus. Elles avaient un gilet, alors leur étoile était cousue sur leur gilet. Alors nous, on disait, bah, enlève ton gilet, ça ne se verra pas. Alors elle disait, ah non, maman m'a dit, surtout, il ne faut pas l'enlever, etc. Puis un beau jour, il n'y en a qu'une qu'on a eue tout le temps avec nous, mais un beau jour, les 2 autres ont disparu. Et on ne sait pas du tout ce qu'elles sont devenues. À l'école, on a appris Maréchal nous voilà. C'était la nouvelle chanson. On n'avait pas le droit, en principe, de chanter la Marseillaise. Et bien sûr, il fallait mieux pas dire ah bah les boches, etc., évidemment. Et le soir, en plus, oui, il y avait le couvre-feu. Bon, enfin, moi qui étais une petite fille, avec ma mère, ça ne me gênait pas beaucoup, mais malgré tout, si on voulait aller voir des amis, et les rues n'étaient pas éclairées, il n'y avait rien du tout. Hein. Donc on avait des lampes électriques, tant qu'on a encore trouvé des ampoules. Après, bon, bah, on se débrouillait. C'était pas catastrophique, mais c'était pas la joie. Mais quand on est rentré en 40, vous savez à quoi ils jouaient les enfants? Ben, ils jouaient à l'évacuation. Tout bêtement. Moi, je me souviens, je suis venue passer tout mon mois d'août en 42 à Bellois. On partait avec une brouette, une petite cousine qu'on gardait parce que c'était une petite fille de la ferme, et puis que bon, c'était ma cousine, elle avait 3 ans. On mettait ça dans la brouette, le chien tirait la brouette et on partait en évacuation. Alors on prenait là, on descendait le petit chemin pour aller dans le marais. Quand il passait des avions, on faisait comme si on se cachait. Comme dans les champs, il y avait des meules. Parfois, on se cachait dans les meubles, puis on surveillait. Ah non, ils sont passés, alors on ressortait, on jouait à l'évacuation. Et puis à côté, il y avait aussi 1 ou 2 garçons à peu près de notre âge. Eux aussi, ils venaient en équipe avec nous, on s'en allait comme ça. Et alors, des fois, par contre, là, carrément, on chantait « Maréchal, nous voilà ». C'était vraiment un peu aberrant, si on veut. Oh bah, ils organisaient des petits bals, hein, tout ça. Il y avait un bal presque tous les semaines, hein, avec un accordéoniste d'occasion. Où ça? Là, ici à Brilly. À Boigny. Il y avait quand même des spectacles à Piquigny et les Français y assistaient dans un café à l'entrée de la rue d'Amiens. Et il y avait les Allemands, il y avait les Français. Nous assistions ensemble au spectacle. Je ne sais plus ce qu'il y avait eu ce jour-là, si c'était un film, si c'était autre chose, je ne sais plus. Mais je sais qu'à un moment, il y a monsieur Maxime Bateau qui est arrivé et il a dit « Vite, vite, monsieur Fertel, les Allemands ont emmené Jean. » Ils l'ont emmené dans le fossé de la ville. Alors, bien sûr, papa nous a dit « Vous, les enfants, vous restez là, j'y vais voir avec Maxime. » Bon, mon frère avait 16 ans et les Allemands avaient emmené mon frère, le fossé de la ville, vous savez où est-ce qu'il est? Donc, je ne sais pas combien ils étaient, 4, 5, j'en sais rien. Mais le temps que papa arrive, mon frère Jean revenait déjà. Il nous a expliqué après, en riant, comment il s'était... c'est là où on dit quelquefois que les Allemands n'étaient pas fut-fut. Parce qu'il y en avait 2 qui tenaient mon frère Jean, l'autre qui commençait à vouloir le frapper. Et à un moment, dans le peu de clarté qu'il y avait, parce qu'il y avait quand même le couvre-feu à un certain moment, et mon frère Jean a vu arriver un coup de poing,
Il s'est donc baissé et c'est l'Allemand qui le tenait derrière, qui a pris le coup de poing. Donc il s'est trouvé libéré. Et bien entendu, mon frère est tombé dans les bras de papa qui était à l'entrée du fossé de la ville. Et c'est de là qu'on a dit, c'est plus possible, Jean ne peut pas rester là parce qu'il sera emmené. Pour pallier au manque d'effectifs dans ces usines, l'Allemagne embauche et fait des offres alléchantes. Des affiches et articles dans les journaux vantent le travail bien payé en Allemagne. Malgré tous ces efforts, les appels ont peu de succès. Il faut coûte que coûte de la main-d'œuvre. C'est ainsi que le gouvernement de Vichy crée le STO par un décret du 16 février 1943. Les préfets prennent des arrêtés. Des affiches sont placardées où l'on peut lire « Tous les Français du sexe masculin résidant en France, nés en 20, 21 et 22, sont astreints à un service de travail obligatoire. Toute personne qui tenterait de se soustraire aux mesures prévues par la loi sera passible d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 200 à 100 000 francs. Malgré ces menaces, de nombreux jeunes refusent d'aller travailler pour l'ennemi. Beaucoup se tourneront alors vers la résistance. J'ai vu 2 gendarmes arriver un soir en vélo. Ils m'ont dit, monsieur Deverne, on vient vous prévenir. Demain, on vient vous chercher. C'est à vous de voir. Mais vous ne nous avez pas vus. Mais si vous êtes là demain matin, j'étais pas là. Il y avait des braves gens, monsieur. Nous, cultivateurs, on avait eu une prolongation. On ne partait pas. C'était gênant, mais on a resté. Quand j'ai été dénoncé comme réfractaire, ils ont dit à ma mère, je vais nous chercher votre fils. Alors ma mère m'a répété ça, hein. Elle a dit, il est parti en Allemagne depuis longtemps. Ils lui ont répondu, c'est pas vrai, on l'a vu il y a quelques jours dans le village. Alors, lui, quand il a su ça, de vous, il me dit, Paul, tu ne retournes plus chez toi. Il dit, il m'a collé dans une hutte, il m'a enfermé, il m'apporte à manger le soir, j'avais un seau hygiénique, j'avais une lampe à pétrole, puis il était fermé à clé. Hein. Il est arrivé un décret qu'il fallait partir quand même. Mais à un moment donné, on a entendu dire qu'on avait le droit de passer une visite avant. Alors on a passé une visite. Puis moi j'ai passé le premier de Bréguier, j'avais un cousin. Puis j'étais ajourné de 2 mois. Justement c'était facile, je sortais d'une opération d'oreille. C'était assez facile de ce côté-là. Puis c'était des gens, des docteurs qui étaient favorables pour nous, si tu veux un peu, hein, à mon avis. Hein. Alors après, au bout de ces 2 mois-là, on a connu une personne, son nom m'échappe. Il avait été préfet, cet homme-là, mais il faisait des miracles, c'est le cas de le dire. Il arrivait à faire rester les gens. Et puis il m'a remis quelques mois, et puis ça s'est prolongé comme ça, et puis de mois en mois, c'est arrivé à la libération. Un soir, comme d'habitude, il me dit, tiens, je t'ai apporté du linge propre. Tu vas te nettoyer, et demain, tu es content. Il dit, je vais aller. Ben, il dit, tu vas à Paris. Tu vas au Ranelagh. Ils t'attendent là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, je dis, je vais voir M. François. Attendez, monsieur. J'ai attendu mon temps. Puis au bout d'un moment, on me cherchait, pas de pote. Hein. Faut dire que on rigole pas. Hein. Et
On est venu chercher, m'a emmené au chef, monsieur Curly, quelque chose comme ça. Tellement vieux, je crois. Et il me dit, tu veux travailler avec nous? Il dit oui. Il dit travailler. Mais je dis oui. Il dit, tu viens travailler quand tu veux. J'ai donc travaillé, gardé ma carte d'identité, au PTT. J'étais au tri. Puis alors, entre deux, mais où c'est que je vais loger? Il dit, ça c'est rien, c'est pas un problème. Il dit, la carte d'identité, vous avez. Je logeais chez Madame Buis. Mais Madame Buis, quand je suis arrivé, il y avait un juif déjà. Il couchait au 8e. Parce que Madame Buis, elle était concierge. Hein? Et Madame Buis était veuve. Alors monsieur, il s'appelait Monsieur Aron. Hein? Plein de sous. Il n'était pas chien. Puis un beau jour, il me dit... Paul dit, ta famille, elle est à la campagne. Tu pourras aller quand même, il est entre deux trains. Cherche un peu de... Il dit, tiens, va des sous. Bon, des sous, bon ce train. Ma mère, Fontaine, a tué des lapins, tué des poulets, a trouvé des œufs, des pommes de terre. Je vais repartir avec mes 2 valises. Il arrive à la gare du Nord. J'attends le train pour Paris. Hein. Il y avait du monde, tu étais. Je vous le dis. Hein. Pas pire. Oh. C'est deux, c'est des stapos, là. Et il me dit pas pire. Il regarde, vous, commandateur. Alors j'ai toujours porté mes valises jusqu'à la commandature. Quand je suis arrivé dans le hall, il me dit, vous attendez ici. Puis il y avait un gars qui faisait avec un balai, là. Il dit, elle portait ouverte. Il dit, qui t'attend? 20 ans, qui dit, ils vont tout petit. Tel que, hein. Mais je dis, où c'est que je vais aller? Puis il n'y a plus de bonhomme. Hein. Mon volé, j'ai tué. Mais dit, tu vas à ce monastère, il dit, à Boutillieri, tu viens de me perdre. J'ai monté la rue Ferry, Barny, je n'ai jamais. Aux Jeux Olympiques, j'aurais été premier. Oh, j'aurais été médaillé. J'ai jamais été en couru, je ne me suis jamais retourné. Et là, vous n'avez plus du tout été inquiété? Plus jamais été Donc ça, inquiété. c'est assez... Mais j'ai plus été inquiété, monsieur. Parce qu'il y avait ce fameux Osves. Quand on me demandait mes papiers, je présentais l'Osves. Good. Et puis, une autre fois, j'étais en train de nettoyer mon Moser, ma 36. Et Madame Deveau est arrivée. Moi, j'étais dans la chambre en train de nettoyer, passer un fil de fer dedans avec un bout de mâche à huiler. Puis nettoyer pour la mettre à sa place. Puis elle est arrivée, elle l'a vue. Elle m'a dit, monsieur Jovian, elle a dit quoi? Paul. Puis lui, il est venu me trouver après le soir. Mais lui, c'était le chef de la résistance. En relais. Voilà. Au quotidien, la résistance est difficile à quantifier. Néanmoins, on peut se féliciter du rôle de certaines professions. Bon nombre de facteurs détournent des lettres anonymes adressées à la commandature. Des gendarmes avertissent des habitants avant leur intervention. Des cheminots ont un rôle important dans l'évasion et la cage de résistants ou de pilotes alliés. Ces mêmes cheminots préviennent la résistance du passage de trains de munitions ou de soldats allemands, comme ce fut le cas à Angest le 20 juillet 1944. Le 11 novembre, papa a décidé d'aller au monument aux morts pour justement commémorer les morts de la guerre 14-18, contre l'avis d'autres sapeurs-pompiers, etc. Mais il y est allé quand même, il a pris le drapeau bleu-blanc-rouge et il est monté. Et on n'a jamais très bien compris. Des Allemands ont suivi papa.
Ils ont suivi papa, les pompiers, les gens qui ont eu effectivement le courage de suivre papa. Ils sont redescendus et puis ça s'est très bien passé. Il paraît qu'il y a eu deux mines de posées sur les rails. Puis là, il y a eu une rafle. Là, tout de suite, les Allemands ils sont descendus, puis ils ont été trouver le maire, ils ont dit... Ils ont... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait perquisitionner ni enlever tout le monde, ils ont pris la gauche, c'est communiste. Ils en ont pris peut-être 10-12 ici. Et puis ils ont fait un treillage dans les 12, 13, 14 peut-être qu'il y avait. Ils ont fait un treillage et ils n'ont conservé que deux, les deux principaux qu'ils ont conservés. Et puis les autres, ils les ont renvoyés. Moi qui partais de la rue des Otages pour aller route de Paris, j'étais pas obligée de prendre les boulevards, je pouvais remonter une des rues jusqu'à la rue Laurendeau. Alors, t'habites où, toi, non? Ah ben tiens, tu mettras ça dans les boîtes aux lettres de la rue Cosette, par exemple. Une autre fois, c'était dans la rue Blacé, ou des fois, une seule lettre qu'on devait mettre à une adresse bien définie. Mais nous, on se baladait peu avec notre lettre à la main, mais enfin, quand on arrivait, hop, on mettait ça dans la boîte aux lettres. Première opération de tout, les armes à la main? Fontaine, oui. Le jour de... aussitôt qu'on a su qu'il était tout prêt, moi je suis sorti, j'étais chercher ma petite tringue, et puis je suis descendu. Et puis M. Dufond-Montel, il m'a dit à ce moment-là, il est arrivé aussi. Puis il me dit, Paul, tu vas en éclaireur, sur la route de Sorel, là-bas. Il dit, tu mets un mouchoir à ta pétoire, et puis tu nous fais signe, mais si tu vois quelque chose, bon, hein. Et j'ai vu un motard arriver, je l'ai allumé de loin. Il a fait demi-tour. Puis voilà, puis après, bon, ben, après on a vu une voiture bâchée. C'est-à-dire, ils nous ont envoyés sur la route après, à 4. Et il est arrivé une voiture bâchée, une voiture ancienne avec un cheval. Et puis il y a un des hommes qui s'est jeté à sa tête du cheval. Et il y avait un officier allemand. Il est descendu, pas content. Hein? Il avait ses mains levées, mais sa main descendait toujours, vous savez. Moi, j'avais ma pétoire dans son ventre. Il a dit, si ça va plus bas, hein, tic. Hein? Bon, finalement, on lui a débouclé son ceinturon, pour moi, mes amis. Et là, bien sûr, j'ai fait petit cadeau. Une bonne tape. On m'a remis ceci, avec l'attestation de décoration. Hein? Le diplôme qui est là-haut. D'accord. Ils nous ont donné ça, c'est la résistance, c'est tout. D'accord. Hein? Alors, Les Alliés font des bombardements ou des mitraillages sur des cibles bien précises. La voie ferrée subit de nombreux assauts. Le plus souvent, des trains de marchandises ou de troupes sont visés. À Angeste, à 6 reprises, les Alliés bombardèrent la gare entre le 20 juillet et le 25 août 1944, empêchant ainsi que des renforts en hommes et munitions n'aillent renforcer le front de Normandie. La base de V1 de la chaussée Thirancourt fut bombardée du 17 juin au 17 juillet 1944. 10 bombardements successifs lâchèrent des centaines de bombes sur l'objectif, sans toutefois toucher la rampe de lancement. C'est ainsi que des tirs meurtriers sur Londres eurent lieu jusqu'au 31 août 1944, date à laquelle les Allemands dynamitèrent les organes de tir. Le V1 est une sorte d'avion à réaction, sans pilote. On peut dire également que c'est une bombe volante munie d'un moteur et d'un système de guidage automatique. Le V1 de la chaussée Thirancourt fut le dernier en France à être opérationnel. Quand il y avait l'alerte,
Très très vite, c'était l'évacuation des enfants. Et là, nous rentrions chez nous et puis il fallait se cacher comme on pouvait parce que forcément c'était bombardement, étant donné qu'il y avait là-haut à Vignacourt la base des V1. C'était souvent qu'il y avait des bombardements. Et là, je me souviens très bien que l'on revenait très très vite, se mettre à l'abri comme c'était possible. Nous avions la chance d'avoir un souterrain sous les falaises du château. Il existe toujours d'ailleurs, je pense. Et beaucoup de gens qui étaient en face de chez nous traversaient et venaient se mettre à l'abri avec les couvertures, ce qu'il fallait, à boire, à manger, ce qu'on avait. Et ça, je me souviens aussi que quand les bombes tombaient, on sentait le sol de ce souterrain qui bougeait. On n'avait pas peur, on était avec nos parents. Donc on disait après tout, s'il nous arrive quelque chose, on est tous là. Oh, il m'est arrivé une fois un cas que j'aurais pu être tué aussi. J'avais conduit ma lieuse, une lieuse à réparer à Ailly-sur-Somme. Un mécanicien dans la côte d'Ailly. Et puis bon, quand elle a été faite, il m'a dit tu pourras venir la chercher. Puis j'y suis allé. Et puis arrivé en haut de la côte, des bombes qui passaient au-dessus de ma tête. Il est arrivé un bombardement, il y avait un train de munitions à la gare d'Ailly. Et puis les bombes, parce que les bombes, ils ne tombent pas directement tout droit comme ça, hein. Ils ont passé au-dessus de moi, je ne me suis pas rendu compte. Hein. Puis j'ai été chercher ma lieuse quand même. Mais il y a eu des tués, et puis on a même eu un homme là, qui a eu sa jambe coupée, il était dans son jardin. Je ne sais pas s'ils ont bien... Ils manquent souvent leur cible aussi, mais quand c'est comme ça, hein, c'est pas facile. Hein. Ce train qui était garé ici, à Angers, ce train de munitions qui était là, à la gare, sur la troisième voie de chemin de fer. Il y avait les deux voies principales et une voie de garage, côté Somme. La voie était sautée entre Piquigny et Ailly, je ne peux pas vous dire l'endroit. Et le train, il a fallu le garer là. Et le lendemain, en piqué, sec, et allez donc. Les Anglais l'ont dû le bombarder. Est-ce que vous aviez peur pendant cette période-là? Est-ce que vous avez eu peur? Bien sûr que j'ai eu peur. Aïe, 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 aïe. Comment donc? Dites un peu, non. Je ferais bien savoir avec lui qui n'aurait pas peur. Hein? Aïe, 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 oui. Dès que les nazis envahirent notre pays, ils réglementèrent l'écoute de la TSF et prirent des mesures draconiennes. Une ordonnance fut prise par le commandant en chef de l'armée qui stipulait notamment « Celui qui écoutera en public, seul ou avec d'autres personnes des émissions de la TSF non allemande sera puni. Celui qui colportera des nouvelles radiodiffusées et hostiles à l'Allemagne sera puni. » Les Allemands font de la célèbre Radio Paris une radio de propagande. Radio Londres dénonce la vraie nature de cette radio, en commençant ses diffusions avec la ritournelle bien connue « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». Les Allemands essaient de brouiller les messages diffusés par Radio Londres, qui est écouté clandestinement. Mais malheur à celui qui est pris. Quand papa et mon frère aîné écoutaient la radio, nous n'avions pas le droit d'être là. On allait ou coucher ou dans une autre pièce. Nous n'avions pas le droit d'être là parce que les Allemands auraient pu nous poser des questions. Et ce que nous ne savions pas, nous ne l'aurions pas dit. Qu'au début, en 1941, dans le fond, les civils, les Allemands, ils les laissaient assez tranquilles. Ils avaient même plutôt ordre d'essayer de, je dis pas de les amadouer, mais enfin d'être corrects, d'être polis, etc. Bon. Mais après, là, un jour, papa il dit, nous on disait, on n'entend rien, papa, nous on le mettait plus fort, maman et moi, quoi.
Alors il dit, oh, je vais aller voir dehors. Alors un soir, forcément c'était la nuit, puisqu'il y a, en plus on avait du papier goudronné qui bouchait les petites persiennes pour pas qu'il y ait de lumière qui passe. Donc dans les rues c'était vraiment le blackout, comme on dit. On sortait, papa donc sort, puis colle son oreille comme ça au volet d'où il y avait le poste, parce qu'il était posé sur son bureau, et son bureau était devant la fenêtre. Il écoute, pendant qu'il écoute, il reçoit un bon coup de pied dans le derrière. Bon, alors, il regarde, il voit plus rien, il n'entend des pas qui s'éloignent, puis c'est tout. Puis c'est quand même pas un Allemand qui aurait fait ça, il m'aurait interpellé, qu'est-ce qu'il y a bien. Bon, enfin, il rentre, puis il raconte un moment. Et 2-3 jours après, mon père rencontre un monsieur qui était un de nos voisins. Il dit, vous savez, monsieur Marchal, hein, faites attention, l'autre jour, j'ai vu un gars, il écoutait à votre fenêtre. Oh, il dit, alors le monsieur dit, oh, je sais pas qui, mais je lui ai foutu un bon coup de pied dans le derrière. Alors papa, il a jamais dit que c'était lui. Comme quoi, il y avait des trucs amusants. Nous, avec maman, quand on a su ça, on était écroulés de rire, mais... et on le connaissait bien, le monsieur, hein, mais on lui a jamais dit. Hein, papa, il a jamais voulu lui dire, ben, c'était moi, parce qu'il s'est dit... Enfin, bon, c'était logique, il avait voulu aller... Et c'est vrai que, vous savez, après, même, ils avaient ce qu'on appelle... des voitures, enfin, ils passaient avec une espèce de camionnette qui avait une grosse tige, un rond, et ils essayaient de chercher s'il n'y avait pas des postes émetteurs, des gens qui émettaient sur un poste émetteur, et ils circulaient dans toute la ville d'Amiens, hein, ce truc-là. Ici Londres. Voilà notre quart d'heure français de l'après-midi. Boum, 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 ici Londres. Les Français parlent de français. Paris ment, Paris est allemand. Hein? Et il y avait elle avait fait un trou au meuble pour passer pour prendre l'électricité. Vous savez, il y a une rallonge du poste, et puis c'était comme ici, puis la porte. Alors, elle avait juste à débrancher, et puis un jour, on était en train, moi puis ma mère, on était à genoux en train d'écouter la radio. On s'est retourné, il y avait un Allemand derrière nous. Et cet Allemand-là, il est venu comme ça, puisqu'il était sur le cartel, il avait une poste de DCA au-dessus du cartel à Angers, hein, à Fontaine. Et il n'a jamais tiré. Et comme ma mère, elle faisait de la lessive un peu à droite à gauche, les Allemands ont demandé quelqu'un qui pouvait. Et puis lui, il est venu voir ma mère pour lui... avec son ballot de linge. Ben, elle n'a pas refusé. Hein. Et presque tous les soirs, il venait écouter la radio. Il disait... Nick Spraken. Voilà. Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. L'étoile filante repassera. Le chien du jardinier pleure. La bibliothèque est en feu. Nous disons, la bibliothèque est en feu 2 fois. Les Français parlent au français, etc. Vous allez écouter les messages. Alors c'était le chat noir s'est perdu sur le toit. L'alouette passera demain. Enfin des trucs comme ça. Et les différents réseaux de résistance savaient que c'était pour eux. Et c'est là qu'il y a eu le fameux vers célèbre, les sanglots longs des violons de l'automne. Alors là, ils ne l'ont pas dit, mais blesse mon cœur d'une langueur mot d'automne. Qui est un vers de Verlaine. Tout suffocant et blême quand son oleur. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Bon, je ne vous dis pas le poème entier. Hein. Et ça annonçait le débarquement. Alors là, c'était sûrement pour tout le monde, branle-bas de combat, faire sauter les lignes électriques, mettre des bombes sur les voies ferrées, enfin, etc. Je suppose qu'ils avaient des ordres tout à fait particuliers. Hein. Mais c'était bien ça, les sanglots longs des violons de l'automne.
on avait quand même un Allemand qui est passé devant mon papa la veille de la libération d'Amiens et qui a dit demain les Anglais sont à Amiens. Donc ils n'étaient pas tous des SS, hein. Mais bon, ce que moi j'ai vu dans notre maison, c'était pas des tendres. Je me souviens de la libération d'Amiens. Sur Amiens, c'était tout rouge. Amiens devait être en feu. Et là, nous sommes, tout le monde... attendez, j'ai des frissons parce que je le vois encore, malgré que je n'avais que 7 ans. Le ciel était rouge sur Amiens et papa nous a dit, eh bien, c'est vrai, ce que cet Allemand nous a dit hier, les Anglais ne sont pas loin. Et demain, je pense que nous allons être libérés. Et c'est ce qui est arrivé. Le 1er septembre 1944, un char est entré venant d'Amiens à 8h30 du matin. Au moment de la libération, où étiez-vous? Fontaine. Et vous avez vu les Allemands partir et qui est arrivé en fait là-bas? Ben, là-bas, nous avons bien relié, hein. Nous avons participé sur la route de Sorel à la bagarre, hein, Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? la nuit. Alors juste Où avant- que Lucien Dufourmentel, où son fusil mitrailleur s'est enrayé, hein, qu'il a sauté sur la route, hein, et puis là, ben, sûr, tout le monde a ouvert le feu, hein, la nuit. Et le canon était versé dans le bas du talus, c'est-à-dire attendez, un strike, et puis il traînait un canon. Il est tombé. Et puis le matin, quand on a retourné, on a vu tous les soldats allemands, on avait fait il y avait pas mal de prisonniers aussi là, mais pas mal de tués. Nous on a déjà eu Lucien de tuer, hein? Hein? Du Fourmentel. Du reste, si vous y passez là-bas, il y a un monument sur la route de Sorel. Tous les jeunes de Brise étaient rassemblés là. Puis d'un seul coup, on nous dit, on va être libérés, mais c'est pas sûr que c'est des Anglais ou des Français qui descendent des champs avec un tank. Alors on avait un jeune avec nous qui avait une grenade dans sa main, prête à jeter sur le tank. Vous vous rendez compte? Puis par bonheur, c'était des Anglais. Alors, moi, j'étais pas bellois quand les Alliés sont arrivés. J'étais à Moliendreuil. Et ben, on a vu arriver des Américains. Nous, c'était des Américains là-bas. On a vu aussi des Anglais. Mais on a même eu les Anglais, je sais pas comment on peut dire, une compagnie, un bataillon, de la 2e DB, qui revenaient eux, ils avaient tout fait, hein, bon, et qui partaient vers l'Est, quoi. Le jeudi 31 août 1944, Amiens et Poix sont libérés. Picquigny est libéré le 1er septembre, mais les Alliés n'atteindront la chaussée Tirancourt que le 2 au petit matin, les ponts de Picquigny ayant été détruits par les nazis dans leur fuite. Toute la colonne alliée traverse le village sans avoir à tirer un coup de fusil et prend la direction de Vignacourt où elle continue sa progression victorieuse. De nombreux soldats allemands se rendent et sont faits prisonniers. Le 2 septembre au soir, la majeure partie de la Somme est libérée. Et puis après, bon, ben, on a repris la vie comme on a pu, mais je vous dis, nous, on a continué notre culture, mais ce qui nous a sauvés, c'est de faire du bois. Faire du bois pour vendre. Un petit peu comme ça. Pour tâcher de nous remonter un peu. Je pense que nous, les enfants, pendant la guerre, on a beaucoup appris la solidarité, si vous voulez. Un peu nous aider les uns les autres. Vous savez, du moment qu'on n'a pas la guerre, il ne faut pas se plaindre. Parce que la guerre, c'est le dernier de tout. Hein. D'ailleurs, on le voit
aux alentours de nous, hein, on n'y pensait pas. Les montagnes de morts qu'il y a. La première fois où je suis allée à Oradour-sur-Glane, en 1961, j'ai dit, je ne pourrai jamais plus regarder un Allemand en face. Maintenant, je dis aussi une chose, c'est que les Allemands, les nouvelles générations, ne sont pas responsables de ce qui s'est passé en France et qu'il ne faut surtout pas avoir de haine à ce sujet. J'ai perdu un petit-neveu en 72 qui avait fait partie de l'association Réconciliation par-dessus les tombes à Angers-sur-Somme. Et je veux en parler parce que justement, c'était le fils de mon frère aîné. Et c'est lui qui m'a fait comprendre qu'on ne doit plus avoir la haine pour les Allemands. Mais maintenant, je veux le considérer comme un ami. Je veux le considérer comme un ami, en espérant qu'il n'y aurait plus jamais ça. Parce que mon père a donné sa vie. Moi, je ne suis pas resté parce que c'est un coup de chance. Hein? C'est suffisant.